14h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez cet après-midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour Cédric. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité, la France qui suffoque en pleine canicule. 37 départements sont en vigilance orange. On verra que le nord-ouest de la France n'est pas épargné. Et cette vague de chaleur est partie pour durer, en particulier dans le sud-ouest, avec des pics attendus demain. Près de 11 000 hectares de forêt partis en fumée en Gironde depuis mardi. Plus de 7 200 hectares ont brûlé à Landiras et 3 400 à la Teste de Buch. Des incendies toujours pas fixés et qui restent sous haute surveillance compte tenu des conditions météorologiques. Nous serons à Landiras avec Nicolas Coadou et Yael Lecras, vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers, sera notre invité. On commémore aujourd'hui les 80 ans de la rafle du Veldiv. Près de 13 000 juifs arrêtés en 1942 par la police française pour être envoyés vers le camp d'extermination d'Auschwitz. La première ministre s'est exprimée tout à l'heure. À 15h, le président de la République, lui aussi, va tenir un discours et inaugurer un lieu de mémoire à Pithiviers. C'est à suivre sur BFM TV. Et puis la polémique sur les propos jugés homophobes de Caroline Cayeux. Une tribune est publiée aujourd'hui dans le journal du dimanche par une centaine de personnalités politiques, dont certaines de la majorité. Elle demande à la justice de se saisir de ces propos. Certaines appellent à la démission de la ministre. Reportage à suivre dans ce journal. Jusqu'à 41 degrés attendus localement cet après-midi dans le sud-ouest. La canicule donc qui se poursuit aujourd'hui en France. 37 départements sont en vigilance orange, la plupart sur la façade atlantique. Et parmi ces 37 départements, il y a le Maine-et-Loire en vigilance orange. Maëva Lamy, vous êtes à Angers pour BFM TV. Il fait quelle température sur place actuellement ? Écoutez, il fait vraiment très chaud ici, 31 degrés environ. On attend même un petit peu plus encore en fin de journée. Mais pour le moment, déjà, il fait très chaud. Alors, de nombreux promeneurs, de nombreux habitants sont venus justement ici, sur cette petite place dans le centre-ville, pour profiter d'un petit peu d'ombre, parce qu'il y a des transats qui sont installés sous des parasols. Je me trouve par exemple avec Taïna, qui est étudiante en vacances. Bonjour Taïna. Bonjour. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous êtes venue ici ? Je suis venue ici pour prendre des vacances et prendre l'air... prendre un peu l'air. Pourquoi sous les parasols ? Prendre un petit peu l'ombre ? Oui, prendre l'ombre aussi, parce que rester au soleil, ça devient fatigant un peu. Vous alternez entre un petit peu de bronzette et ensuite se protéger un peu du soleil ? Oui, voilà. Et est-ce que vous arrivez à supporter la chaleur ? Comment vous vivez cette canicule ? Personnellement, je préférais la chaleur à l'humidité, donc j'arrive bien à supporter la chaleur. C'est quoi la suite de l'après-midi pour vous ? Qu'est-ce que vous allez faire ? On va rester posé ici et après on n'a pas vraiment prévu quelque chose, donc on verra sur le moment. Écoutez, merci beaucoup, on vous souhaite une belle après-midi. Faites attention à vous avec cette chaleur parce qu'évidemment il faut penser aux bons gestes, bien sûr, s'hydrater, essayer de mettre un peu de crème solaire forcément ou une casquette en tout cas pour ne pas attraper d'insolation. Surtout que les températures, comme je vous le disais, vont encore grimper. Elles devraient atteindre les 35 degrés aujourd'hui et même 41 degrés demain. Merci Maëva Lamy du côté d'Angers. On voit quand même qu'il y a un peu de vent qui souffle. Vous êtes avec Hugo Dorsemène. Pour parler de cette situation caniculaire en France, un invité, Patrick Marlière. Bonjour, vous êtes météorologue, directeur d'Agathe Météo. Merci d'être avec nous. Alors ce qui surprend évidemment aujourd'hui, c'est ces températures aussi élevées dans l'ouest de la France. Ça paraît incroyable. Oui, et ça va continuer comme vous le signalez demain. Là, actuellement, on est à plus de 30 degrés sur le Finistère. On sera proche ou même on va dépasser les 40 degrés demain. Le record à Brest, il date de 1949. On avait à l'époque atteint 35 degrés. On est 5 degrés au-dessus de ce record. Donc évidemment, c'est exceptionnel sur la Bretagne. Ça sera sur d'autres régions de France, sur le sud-ouest, sur les Charentes pour la journée de lundi. Et puis ce coup de brûleur météorologique va se décaler vers le nord dans la journée de mardi. Mardi après-midi, c'est sur l'Île-de-France, la Normandie, les Hauts-de-France, où l'on va dépasser souvent les 40 degrés. Alors cet épisode, il surprend parce que dans le nord-ouest notamment, il va durer 2 jours à peine a priori. Mais sur le reste de la France et notamment dans le sud-ouest, ça va durer très très longtemps en cumulé. Ça aussi, ça surprend.
Oui, et même juste sur le centre du pays, quasiment au sud de la Loire, cette vague de chaleur va se maintenir quasiment jusqu'à la fin du mois. Donc, si on regarde la tendance météorologique, hormis la dégradation orageuse qui pourrait survenir là, mardi et mercredi très temporairement, les températures vont remonter ensuite à l'approche du prochain week-end. Et la semaine suivante et jusqu'à la fin du mois de juillet, on conservera des températures très élevées sur la France, souvent supérieures à 30 ou 35 degrés. On n'aura peut-être plus ce coup de brûleur à 40, mais en tout cas, on aura des températures très élevées, souvent entre 5 et 10 degrés au-dessus des normales de saison. Patrick Marlière, dernière question. Est-ce qu'il faut s'attendre, on l'a dit, il y a 37 départements actuellement en vigilance orange. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça change, à ce que certains départements passent en rouge dans les prochaines heures ? Il est probable, par rapport aux températures prévues dans le sud-ouest, qu'on soit en rouge l'espace d'une journée au moins, puisque dans ce secteur, on va dépasser demain les 43 à 44 degrés. Ensuite, les températures vont baisser. Un autre exemple, sur Biarritz, on va dépasser les 40 degrés facilement, 42, 43 peut-être. On va battre le record peut-être sur Biarritz, qui date simplement du mois de juin. Sur Brest, on aura donc 40 degrés demain. Et puis mardi, sur la même ville, on va descendre à 21 degrés. Mais 21 degrés, c'est les normales de saison, en tout cas sur cette pointe Finistère. Donc oui, des températures records qui vont durer l'espace de 48 heures en tout cas. Merci beaucoup Patrick Marlière d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes météorologue et donc directeur d'Agathe Météo. Dans ce climat évidemment de canicule, les incendies, elles, continuent. Exactement, les incendies dans le sud-ouest. Et on va rejoindre à Landiras, le plus gros des deux foyers, celui où plus de 7000 hectares, 7200 hectares maintenant sont partis en fumée sur ces deux incendies, vous voyez, dans le département de la Gironde. Nicolas Coadou, vous êtes sur place avec des policiers toujours mobilisés en nombre pour affronter ces flammes, puisque le feu n'est toujours pas fixé. Absolument, à l'heure où on se parle, le feu a ralenti sa progression. Pour vous donner un ordre d'idée, hier nous avions 7000 hectares calcinés, aujourd'hui c'est 7200, une progression donc limitée, mais des pompiers toujours mobilisés. Qu'est-ce qui explique ce ralentissement de la progression ? Eh bien déjà, c'est le travail des sapeurs-pompiers sur le sol, et ils sont toujours plus de 1000 à être mobilisés. Ils ont également reçu des renforts aériens. Désormais, c'est 3 Canadair, 2 Dash qui effectuent des rotations sur la zone pour ralentir les flammes. Les Dash, vous le savez, ce sont ces avions qui lâchent cette poudre orange qui permet de ralentir les flammes lorsqu'elles s'approchent trop près des habitations. Diverses techniques utilisées par les pompiers, parmi elles les coupes franches. Ils prennent des bulldozers concrètement et ils rasent des bandes de 40 mètres de large dans la forêt. L'objectif, c'est de réduire le combustible et donc de ralentir l'incendie. Ils organisent également des feux préventifs, des feux tactiques, ce qui a pour objectif justement de réduire le combustible. C'est ce que nous explique le sous-préfet de Langon au micro de Julien Appalou. On utilise des coupes, vous savez, qu'on commence à mettre en œuvre depuis hier, notamment donc sur le côté est, par exemple au niveau de la commune de Landiras. On a fait une coupe sur le secteur pour protéger un point qui est important, qui est sensible pour nous, ce sont les grands chais de Landiras. Une entreprise importante qui est située sur la commune de Landiras, donc à l'est du feu. Voilà, donc ça c'est aussi pour que vous compreniez qu'on travaille sur du temps long, on essaye de consolider nos lignes, parce que, pourquoi on le fait ? Parce qu'on est aussi attentif à la météo, les conditions météo restent très compliquées. Aujourd'hui il va faire chaud, demain il va faire encore plus chaud. Pour les 2 prochains jours, les conditions climatiques malheureusement restent toujours extrêmement défavorables pour les pompiers. Des températures caniculaires de plus de 30 degrés, elles vont même atteindre les 40 degrés au thermomètre demain, du vent de 30 à 40 km/h qui ne facilite pas le travail des pompiers. Bien sûr, nous sommes toujours en période de sécheresse, un taux d'hydrométrie inférieur à 30%. Tout ça, c'est un cocktail extrêmement défavorable pour les pompiers qui restent toujours mobilisés ici à Landiras. Merci beaucoup Nicolas Coadou sur le terrain, donc avec Julie Reuser du côté de Landiras. Vous l'avez compris, c'est l'un des 2 feux qui s'est déclaré donc depuis quelques jours dans le secteur de la Gironde. Pour parler de la situation sur place, Yael Lecras est avec nous. Bonjour, vous êtes vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. On a donc ces 2 feux à Landiras, dans le secteur également de la Teste de Buch, qu'on n'arrive pas à fixer. En quoi le terrain sur place rend les conditions de travail des pompiers particulièrement difficiles ? Écoutez, le travail des pompiers et de l'ensemble des acteurs de la sécurité civile auxquels il faut rendre hommage, parce qu'il n'y a pas que les sapeurs-pompiers, il y a aussi les forestiers, les personnels des moyens aériens. Il est rendu difficile par le terrain parce que la surface est importante, parce que la forêt est continue
et que ça représente d'immenses surfaces à défendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le feu en lui-même, mais il y a toutes les lisières qu'il faut attaquer. C'est au niveau des lisières que se porte l'essentiel de l'effort. Et les forêts de Gironde sont extrêmement étendues, donc de ce fait, la surface à défendre est très importante. La surface à défendre très importante, vous le rappelez. Et puis il y a près de 11 000 hectares maintenant qui sont déjà partis en fumée. C'est à peu près la superficie de la ville de Paris pour vraiment donner l'ampleur de cette tâche qui occupe actuellement notamment les sapeurs-pompiers. Et ça dure surtout depuis longtemps. Ça fait depuis 6 jours maintenant que les pompiers et les autres personnes qui les aident sont sur le terrain. Il doit y avoir beaucoup de fatigue dans vos effectifs. Alors, il y a effectivement beaucoup de fatigue, c'est pour ça qu'il y a des moyens et des personnels qui viennent renforcer nos collègues sur le terrain. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on joue vraiment le temps long. D'une journée à l'autre, d'une heure à l'autre, on parle vraiment de tactique, on fait des feux tactiques, on peut avoir une vision parfois rassurante, parfois inquiétante. Mais il faut vraiment voir les choses sur le temps long. La température est là, la sécheresse est là, le vent est présent. Et même si on enregistre quelques succès, je pense au secteur de la Teste où il semble que ça se calme un petit peu. Il faut rester extrêmement prudent et extrêmement humble face au feu. Et je tiens vraiment encore une fois à souligner l'ensemble du travail de tous les acteurs, y compris les élus, qui mettent leurs services municipaux à disposition des secours pour faciliter les broussaillements, pour faciliter l'accueil des personnes déplacées. Et c'est vraiment important qu'il y ait une coordination serrée entre la totalité des acteurs. Merci beaucoup Yael Lecras, vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels, d'être intervenu sur BFM TV. Dans l'actualité également, en ce 17 juillet, les commémorations des 80 ans de la rafle du Veldiv. En 1942, sous l'occupation nazie, la police française arrêtait près de 13 000 juifs à Paris et en banlieue. Une partie d'entre eux a été internée dans des conditions terribles au Vélodrome d'hiver, dans le 15e arrondissement de la capitale. Et c'est là, sur cet ancien site, qu'Elisabeth Borne s'était exprimée ce matin pour revenir sur la responsabilité de l'État français. Restez bien avec nous parce que justement, on vous rappelle tout à l'heure ce rendez-vous à suivre. Le président Emmanuel Macron est attendu du côté de Pithiviers à 15h pour ces commémorations donc, de la rafle du Veldiv. Un discours très offensif contre l'antisémitisme est attendu. Et en ce jour de commémoration, cette polémique lancée par la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, qui a tweeté ceci: il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Veldiv. Ne pas oublier ces crimes aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés Rassemblement national. La députée qui fait référence à l'hommage rendu en 2018 par le président de la République au maréchal Pétain, considéré comme, il l'avait dit, un grand soldat de la Première Guerre. Oui, et ce tweet de Panot a tout de suite fait réagir le gouvernement, à commencer par Clément Beaune, ministre des Transports. Un message qui est aberrant, abject, qui mélange à la fois de la bêtise, de l'ignorance et de l'indécence. Donc je crois que la seule façon de faire maintenant, c'est de retirer ce message, de s'excuser et tout mélanger dans une confusion politique répugnante. Je crois que c'est aujourd'hui une insulte et qu'il faut réparer cela rapidement, mais ça dit aussi quelque chose sur la grande confusion qui anime certains chez la France Insoumise. 14h42, restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur cette canicule qui recommence puisque ces prochains jours, il va faire encore très chaud. Ça commence aujourd'hui notamment avec 37 départements en vigilance orange. Des températures records attendues également dans le nord-ouest, en Bretagne. Propriétaire ou bailleur, gagnez en confort devant votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Le futur. Le futur pour ceux qui n'ont pas peur de briller. Ceux qui ne freinent devant rien. Ceux qui ont tout. L'argent. Le mariage parfait. Les enfants qui ne pleurent jamais. Le chien bien coiffé. Les abdos huilés. Le jet privé. Mais comme vous, on ne vit pas dans une publicité. Alors chez Speedy, on sait que la mobilité de demain se construit avec vous. Partout. Et pour tous. Va donc chez Speedy. Speedy. Yeah, I know what I found. Kept me down, that ain't right. Yeah, all I need is the way that you love me. Yeah, all I want is... Sur mesure ou déjà prête, nos couleurs de peinture se déclinent selon vos envies. Chacun profite de sa piscine comme il l'entend.
Pour faciliter l'entretien, en tout cas, c'est Toucan. Toucan, les produits malins pour tous les bassins. Retrouvez toute notre gamme sur toucan-fr.com. Avec Perco, revivez pleinement en prenant soin de votre dos. Grâce à ses tenseurs, ce t-shirt redresse votre dos, renforce vos muscles et soulage vos douleurs en restant invisible sous vos vêtements. Profitez des soldes sur perco.com. Perco, libérez votre dos. Dispositif médical. Rendez-vous sur BFM Nice Côte d'Azur, votre chaîne dédiée à Nice et à la Côte d'Azur. Info locale, météo, trafic, sport, OGC Nice, 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur votre télé et votre smartphone. Retrouvez BFM Nice Côte d'Azur, canal 31 de la TNT, sur les box et applications gratuites. Info locale, service, proximité. Ne mettez plus votre vie amoureuse en pause. Et faites les choses différemment avec Elite Rencontre. Inscrivez-vous aujourd'hui et recevez des profils personnalisés tous les jours sur eliterencontre.fr. Propriétaire ou bailleur, en isolant votre maison par l'extérieur, restez au frais. Augmentez la performance énergétique et la valeur de votre bien. Et profitez de l'été avec 10% de remise. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Vous êtes plombier, restaurateur, fleuriste ou patron d'une agence immobilière? Votre vie va changer. Vous voulez faire de la pub locale à la télé, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Vous choisissez votre zone de diffusion. Vous définissez votre budget à partir de 2 000 € et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre publicité sur les chaînes locales de BFM. Enfin une solution ultra simple pour faire connaître votre activité près de chez vous. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. Chez Promo Vacances, la République Dominicaine est à partir de 899 €, tout compris. I got this feeling inside my bones. It goes away with it, then I turn it on. Woo! Nothing I can see but when you I can't stop the feeling. Dance, dance, can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Bonjour. Merci. So just dance, 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 I can't stop the feeling. Service à table, McDrive et livraison, à chacun son service. Le musée Bonnard du Canet Côte d'Azur présente jusqu'au 6 novembre une exposition exceptionnelle consacrée à Bonnard, les nabis et l'enfance. Renseignements sur muséebonnard.fr. Roulez en sécurité et gardez vos points avec l'application Coyote. Profitez de 30 jours d'essai gratuit. Coyote. Nouvelle série inédite, Chercheurs d'or blanc, ce soir à 21h05 sur RMC Découverte. G7, la ville est belle. Feels like it's all too open. Bonsoir, les draps de vos rêves, enfin accessibles. Commandez vos draps en ligne et en ce moment bénéficiez de la livraison offerte sur bonsoir.com. Le spray Pur Essentiel anti-pique, 7 heures de protection pour toute la famille. Pur Essentiel, l'efficacité à l'état pur.
14h48 sur BFM TV à la une. On commémore aujourd'hui les 80 ans de la rafle du Veldiv. Près de 13 000 juifs arrêtés en 1942 par la police française pour être envoyés vers les camps d'extermination d'Auschwitz. La première ministre s'est exprimée ce matin. Et puis dans quelques minutes, à 15h, ce sera au tour du président de la République. Lui inaugurera un nouveau lieu de mémoire à Pithiviers. C'est évidemment à suivre en direct sur BFM TV. Et puis, dans l'actualité, évidemment, on le constate tous, il y a cette chaleur, la canicule qui continue de gagner du terrain dans l'Hexagone. Et c'est dans le sud-ouest qu'il fait le plus chaud et que cette canicule pourrait durer le plus longtemps. Antoine Forestier est justement du côté de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, où l'on tente de s'adapter à la chaleur. Pour le 7e jour consécutif, on va dépasser les 35 degrés ici à Montauban cet après-midi, jusqu'à 39 degrés même aux alentours de 17h. Il n'y a pas un nuage à l'horizon, pas une goutte de pluie ces derniers jours. Et pour se rafraîchir, eh bien, il y a ce nouvel équipement qui a été inauguré il y a à peine une semaine, ce miroir d'eau, ces brumisateurs dont les enfants profitent encore à cette heure de la journée. Mais là, cette chaleur, elle va s'intensifier cet après-midi. Comment les Montalbanais ont-ils prévu de vivre une nouvelle fois cette journée de forte chaleur? Je vous propose de les écouter. Ils sont interrogés au micro d'Amine Mohamed. On se tiendra à l'ombre, on se tiendra à l'ombre, on se mouillera et voilà, et aucun souci. Là, je vais me rentrer au frais là, pendant la période où il va faire le plus chaud. On reste surtout en intérieur et on aère pas trop, mais on rafraîchit la maison. Habituellement, on sort l'après-midi, mais en ce moment, on sort le matin. Voilà, 2 sorties par semaine, ça me suffit à moi. Certains nous disent qu'ils sont habitués à ces fortes chaleurs, mais il faut bien se rendre compte qu'ici à Montauban, habituellement, pour un mois de juillet, c'est 29 degrés la maximale. On est donc 10 degrés au-dessus, raison pour laquelle le département du Tarn-et-Garonne est toujours placé en vigilance orange canicule. Et ça va durer encore au moins jusqu'à lundi, puisque demain, des records de température sont attendus dans le sud-ouest de la France. Et dans ce contexte caniculaire où, à l'heure actuelle, 37 départements français sont placés en vigilance orange canicule, les pompiers font toujours face à cette situation très difficile dans le sud-ouest de la France, à Landiras, en Gironde. Ils ont réussi à stabiliser le feu cette nuit, mais l'incendie n'est toujours pas fixé. Oui, 4 Canadair en plus de 2 Dash déjà mobilisés ont été ajoutés ce matin pour faire face aux flammes dans le secteur. Thomas Herman, Julien Apalou avec Edgar Becquet. Ils sont sur le front, sans relâche depuis 3 jours, pour tenter de maîtriser les flammes. À Landiras, le feu a été contenu cette nuit, mais les pompiers veulent rester prudents, car l'incendie n'est pas fixé et progresse toujours. Avec désormais un nouvel objectif pour les secours. C'est d'essayer de fixer la tête. Fixer la tête, c'est-à-dire en fait de faire en sorte que le feu n'évolue plus, n'avance plus. Parce que tant qu'il avance, il peut prendre de l'ampleur. Les conditions météo étant défavorables en termes de température. Au moins 7200 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. Une progression fulgurante en seulement quelques jours. Hier matin, 6500 hectares avaient été ravagés. Sur ces images tournées hier, on peut voir des flammes à seulement quelques mètres des habitations. Mais grâce aux opérations de secours réalisées cette nuit, aucune maison n'a été touchée par les incendies. On s'est beaucoup mobilisé sur la défense des points sensibles, c'est-à-dire des maisons, mais on a bien tenu là aussi, et donc pour aussi rassurer par votre intermédiaire toutes les personnes qui ont évacué les secteurs de la zone de feu, toutes les maisons ont été tenues pendant la nuit. Donc c'est des résultats positifs. En Gironde, plus de 14 000 personnes ont dû être évacuées en urgence depuis le début des incendies. Oui. L'autre incendie qui frappe la Gironde à la Teste de Buch. Alors on est sur une superficie actuellement brûlée de 3400 hectares contre 7200 à Landiras. À la Teste de Buch, ce feu n'est toujours pas là non plus fixé dans ce secteur. Ce sont donc cette superficie qui a été brûlée depuis mardi, 3400 hectares. Les pompiers restent mobilisés dans une situation qui reste malheureusement défavorable avec des sautes et des reprises de feu. L'actualité ce dimanche, c'est aussi cette polémique qui continue pour Caroline Cayeux, la ministre de la Cohésion des Territoires, accusée d'avoir tenu des propos homophobes à plusieurs reprises, est désormais visée par une tribune parue dans le journal du dimanche. Et parmi les signataires, il y a l'ancien Premier ministre Manuel Valls, mais aussi des membres de la majorité. Retour sur cette polémique avec Hugo Smag. Ils sont une centaine de signataires de la tribune parue ce matin. Ensemble, ils demandent à la justice de se saisir des propos de Caroline Cayeux. Elle a choisi délibérément de maintenir des propos homophobes. C'est certainement répréhensible et seul un juge devrait en décider. En 2013, la ministre avait qualifié le mariage pour tous de dessein contre la nature. Interrogée sur la question cette semaine, elle dit assumer ses propos,
Avant d'ajouter: j'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là. C'est un mauvais procès que l'on me fait. Une expression qui a fait bondir de nombreuses personnalités politiques, y compris des membres de la majorité, signataires de la tribune. Il faut qu'il y ait une vraie responsabilité dans la parole publique. Je rappelle qu'il y a des jeunes qui réfléchissent au suicide, qui pensent au suicide par rapport à leur orientation sexuelle, par rapport à leur identité. Je ne pouvais pas rester silencieux et faire comme si de rien n'était. Dans l'opposition, certains demandent même la démission de la ministre. On ne peut pas laisser un responsable politique, qui plus est ministre à ce niveau de responsabilité, en situation après de tels propos. Ces propos sont absolument inacceptables. Caroline Cayeux s'est depuis excusée sur Twitter puis dans la presse. Questionnée à propos de sa ministre, Elisabeth Borne l'a également défendue et qualifié ses propos de maladroits. Elle a fait amende honorable, elle a dit qu'elle avait évolué et qu'elle pensait différemment. Moi, je vais plus appel à la capacité d'intégrer des gens qui évoluent dans leur pensée. Et c'est ça qu'il faut tenir compte. Vous ne pouvez pas répondre par l'intolérance à des gens qui disent qu'ils ont évolué et qu'ils pensent aujourd'hui différemment. Si pour le moment la ministre n'est pas inquiétée quant à sa place au sein du gouvernement, plusieurs associations ont déjà porté plainte pour injure publique. On va parler également tout de suite donc de ces commémorations des 80 ans de la rafle du Veldiv en ce 17 juillet. En 1942, sous l'occupation nazie, on rappelle que la police française arrêtait près de 13 000 juifs à Paris et en banlieue. Et une partie d'entre eux a été internée dans des conditions terribles au Vélodrome d'hiver dans le 15e arrondissement de la capitale. Et c'est là, sur cet ancien site, qu'Elisabeth Borne s'est exprimée ce matin pour revenir sur la responsabilité de l'État français. Notre pays a attendu 1995 et les mots du président Jacques Chirac. 1995, il y a moins de 30 ans, pour reconnaître sa responsabilité. C'était une étape forte, nécessaire. Ce fut un soulagement aussi, immense. Un de ces moments où les mots mettent enfin une réalité sur les choses, sur l'indicible. La force de ces paroles reste ancrée profondément en chacun de nous. Car pour garder son honneur, notre pays devait et doit regarder son histoire en face. Dans quelques instants également, on va suivre dans quelques minutes le discours d'Emmanuel Macron du côté de Pithiviers. Le président de la République doit prendre la parole dans le cadre donc de ces commémorations autour des 80 ans de la rafle du Veldiv. On attend notamment de la part du président de la République un discours très offensif. Et ça, ce sera à suivre dans un instant, mais le vice-président du CRIF, Gérard Unger, ce matin, lui aussi participé aux commémorations à Paris sur l'ancien site du Veldiv. Il se félicite que le souvenir du Veldiv reste vivant, mais il dénonce aussi une forme de révisionnisme. On peut être inquiet effectivement d'un certain révisionnisme, mais en même temps, on voit que la République fait ce qu'elle a à faire. Mon petit-fils, qui est en CM2, a travaillé sur la rafle du Veldiv en fin d'année dans son programme. Et donc les enfants, aujourd'hui, apprennent ce qu'est cette rafle du Veldiv, qui a été longtemps cachée pendant plus de 20 ans à la mémoire et au souvenir des Français. Voilà, et ces commémorations qui continuent donc aujourd'hui. Le président de la République, d'une minute à l'autre, doit prendre la parole, notamment pour inaugurer un nouveau lieu de mémoire du côté de Pithiviers dans le Loiret. C'est là qu'on vous retrouve, Marie Gentric. Vous êtes sur place pour BFM TV. On le disait tout à l'heure, Emmanuel Macron doit prononcer un discours très offensif, nous dit-on, contre l'antisémitisme. Oui, exactement, c'est ce que nous a dit l'Élysée et ce discours, il est très attendu. Alors rien que le lieu, vous l'évoquiez, il est extrêmement symbolique. On est dans l'ancienne gare de Pithiviers, qui est le deuxième plus grand site de déportation en France après celui de Drancy. Juste pour vous donner quelques éléments historiques, ici dans le Loiret, plus de 8000 personnes juives en 1942 ont été déportées vers le camp d'Auschwitz. 8 convois ont quitté des gares du Loiret, dont 6 convois qui ont quitté cette gare de Pithiviers, désormais transformée en lieu de mémoire et inaugurée
inauguré aujourd'hui, 80 ans jour pour jour après la rafle du Val-d'Ive, en tant donc que lieu de mémoire. Emmanuel Macron, vous l'avez dit, devrait prendre la parole d'ici une minute à l'autre. Sur le fond, on attend un discours très fort, très puissant contre l'antisémitisme, notamment contre un antisémitisme insidieux qui continue à rôder. C'est ce que nous disait l'Élysée. Emmanuel Macron devrait également dénoncer un nouveau type de révisionnisme, notamment concernant le rôle du maréchal Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai qu'au cours des derniers mois, notamment pendant la campagne pour l'élection présidentielle, il y a eu plusieurs polémiques lancées par certains candidats autour du rôle du maréchal Pétain. Le discours d'Emmanuel Macron devrait durer une trentaine de minutes à peu près. Plusieurs rescapés du Val-d'Ive ont fait le déplacement pour écouter le président aujourd'hui. Plusieurs ministres également l'accompagnent, comme Gérald Darmanin. À noter également la présence de 2 députés du Rassemblement national du Loiret, conviés par l'Élysée et qui ont répondu présent. Merci Marie-Jeanne Tric. En direct donc de Pithiviers, d'où le président de la République devrait s'exprimer donc dans un tout petit instant. Vous êtes avec Yoann Chérifi et Dominique Le Picard. Nous ont rejoint en plateau Benjamin Duhamel et Agathe Lambré, journaliste politique BFM TV. Bonjour à vous. Bonjour également Laurent Joly. Merci d'être notre invité cet après-midi. Vous êtes historien spécialiste de la Shoah, directeur de recherche du CNRS, auteur de ce livre, La rafle du Vel-d'Hiv, Paris, juillet 1942 aux éditions Grasset. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Laurent Joly. Tout d'abord, pour nos téléspectateurs, peut-être les plus jeunes, et c'est important aussi, c'est l'objet de ces commémorations aujourd'hui, rappelez-nous le contexte de cette rafle du Vel-d'Hiv en juillet 1942. Le contexte de cette rafle, juillet 1942, la France est occupée au 2/5e, plutôt au 3/5e, pardon, il y a une zone libre dans la moitié sud du territoire. Il y a un gouvernement de Vichy, un gouvernement établi à Vichy, qui collabore avec l'occupant. Donc la France a perdu la guerre en 1940, on est occupé. Et à ce moment-là, le gouvernement, qui est vraiment dirigé par Pierre Laval, est convaincu que l'Allemagne va gagner la guerre. Voilà, c'est en juillet 1942, on est encore certain que l'Allemagne va gagner. Donc, quand les dirigeants nazis réclament 40 000 juifs et juives, parce que pour la première fois, on demande des femmes, les enfants, c'est pas encore très clair. On va voir que ça va se décanter dramatiquement durant l'été. Livrer 40 000 juifs, d'accord, c'est la politique de collaboration. Et Vichy a aussi une politique antisémite propre depuis 1940, et cette politique antisémite, elle vise à se débarrasser du maximum de juifs étrangers. On considère qu'il y a eu trop de juifs étrangers, des réfugiés, et ça, c'est la politique de Vichy. Donc quand les Allemands disent 40 000 juifs et juives, Vichy dit « D'accord, on va vous livrer 40 000 juifs et juives, mais vous nous laissez faire, et vous nous laissez les choisir. » Et c'est ce qui va se passer. La rafle du Vel-d'Hiv, c'est vraiment l'application de cet accord, qui est un accord gouvernemental, mais aussi policier. Le chef de la police de Vichy, René Bousquet, s'est mis d'accord avec les Allemands. Et donc, du coup, à Paris, où il y a le plus de juifs en zone occupée, la préfecture de police de Paris, donc c'est vraiment des agents ordinaires, sont chargés d'organiser et de mettre en œuvre une opération énorme. C'est la plus grosse opération qui a eu lieu en Europe de l'Ouest contre les juifs. On visait 35 000 personnes. 13 000 vont être arrêtés. Donc, c'est absolument gigantesque et monstrueux. Un mot quand même juste sur cette gare de Pithiviers. On va venir évidemment à l'aspect politique dans quelques secondes, mais cette ancienne gare de Pithiviers, elle a un rôle très symbolique, comme on le disait il y a quelques instants. Oui, parce qu'en 1941, on avait commencé par interner des hommes. Donc les Allemands, alors là, on n'est pas dans le contexte de 1942. Dans le contexte de 1942, on voit une collaboration, on est complice, le gouvernement français. Là, c'était les Allemands qui avaient donné l'ordre d'arrêter des hommes étrangers pour l'essentiel, et la police parisienne avait exécuté ça. Les Allemands aussi avaient participé aux rafles, et on avait envoyé les premiers internés, on les avait envoyés à Pithiviers et à Bonne-la-Rolande, dans ce qui était devenu des camps juifs. Et puis, quand on prépare ces grandes rafles de l'été 1942, on fait des premiers convois qui partent, des convois d'hommes, pour libérer, parce que c'est de là qu'on prévoyait de déporter essentiellement des femmes. Et il y a aussi un camp à Drancy, et Drancy est un camp juif depuis août 1941, et c'est là que devaient partir les adultes sans enfants. Quand on dit partir, c'est vers Auschwitz, vers les camps d'extermination. Vers Auschwitz-Birkenau. Voilà, donc Pithiviers va avoir un statut très particulier, parce que c'est là où finalement va se passer le pire de la Shoah en France. Parce que c'est là qu'on va emmener les familles qu'on a rassemblées au Vel-d'Hiv, c'est là qu'on va faire ce qu'on a fait nulle part ailleurs en Europe, qu'on fera plus jamais d'ailleurs après ces drames de l'été 1942, on va séparer les enfants de leurs parents. On va commencer par déporter leurs parents. Et ces parents, ces pères, puis ces mères, sont partis de Pithiviers. C'est vraiment les premiers convois de l'été 1942 à la suite de la rafle du Vel-d'Hiv. Puis ensuite, les enfants, on ne va pas les déporter de Pithiviers et de Bonne-la-Rolande, parce qu'on se retrouve avec des milliers d'enfants. Les nazis disent on ne veut pas de train d'enfants. Donc on va emmener ces enfants à Drancy, et de là, on va les mélanger
avec des adultes qui ne connaissent pas, qui viennent de zones libres, qui sont livrés par Vichy, puisqu'il y a aussi des rafles en zone libre. Il n'y a pas un Allemand en zone libre, mais Vichy livre quand même des Allemands de zone libre. On va les mélanger. Il y a ces convois terribles. À partir du 17 août 1942, vous avez 500, 600 enfants mélangés avec des centaines d'adultes qui ne connaissent pas. Donc c'est vraiment une forme de cruauté supplémentaire ajoutée à cette tragédie. Ce qui explique donc ce moment historique qu'on va vivre encore cet après-midi avec le discours d'Emmanuel Macron dans quelques instants. Un moment historique, mais aussi un moment très politique. Agathe Lambré, avant Emmanuel Macron, 2 anciens présidents, eux aussi, avaient reconnu la responsabilité de l'État français dans cette rafle du Veldiv. Oui, le premier qu'il a fait dans un discours historique, c'était Jacques Chirac en 1995. Jacques Chirac qui, pour la première fois, reconnaissait la responsabilité de la France. Il a eu cette phrase « La France, ce jour-là, commettait l'irréparable ». Jacques Chirac qui a prononcé un discours fondateur et depuis, ses successeurs ont marché dans ses pas. François Hollande notamment, Emmanuel Macron bien sûr en 2017. Et aujourd'hui, l'enjeu pour Emmanuel Macron, tout en poursuivant la démarche de Jacques Chirac, tout en reprenant ce discours, c'est aussi de le réactualiser. C'est pour ça que l'Élysée insiste sur l'actualité aujourd'hui en disant que l'antisémitisme rôde toujours, en mettant en garde sur la menace du révisionnisme, alors que la campagne présidentielle a été marquée par le discours d'Éric Zemmour qui répétait que Philippe Pétain avait sauvé des Juifs français. L'Élysée insiste sur cette actualité et c'est vrai qu'on a vu encore récemment en 2022 en France, il y a quelques semaines, une immense fresque à Avignon qui a été laissée en place par la municipalité socialiste, alors que c'était une fresque qui reprenait tous les codes de l'antisémitisme. On y voyait Emmanuel Macron grimé en marionnette, manipulé par Jacques Attali, qui est issu d'une famille juive. Bref, elle reprenait tous les codes de l'antisémitisme et elle a été laissée en place. On peut citer aussi les manifestations contre le pass sanitaire, où certains manifestants brandissaient des étoiles jaunes, où ils brandissaient des pancartes avec écrit « qui ?» point d'interrogation et avec les visages de personnalités juives. Sous-entendu, ce sont les juifs qui dirigent les médias, qui dirigent le monde. Enfin bref, la menace est toujours là. Et donc, on verra comment aujourd'hui Emmanuel Macron perpétue la mémoire de Jacques Chirac et potentiellement va plus loin. Et au rayon des polémiques, justement, Benjamin Duhamel, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. On a eu ce tweet hier de la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, qui a plus ou moins comparé de manière très indirecte le président de la République à un collabo en faisant référence à un propos qu'il avait pu tenir en 2018 en rendant hommage au maréchal Pétain pour ce qu'il avait pu faire pendant la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut s'attendre dans le discours qu'on attend là maintenant d'une seconde à l'autre, à ce qu'il y ait une réponse de la part du président de la République ou c'est pas le lieu, c'est pas le moment? Non, sans doute pas de réponse directe. Quand on est président de la République, on ne répond pas à un tweet aussi indigne soit-il, parce que revenons un instant sur ce propos tenu par Mathilde Panot, présidente de groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. D'abord, dans ce genre de contexte, avec ce qu'a rappelé Laurent Joly, avec le bilan, les victimes, charrie cette commémoration de la rafle du Veldiv, on n'a pas le droit de faire de la politique avec ce type d'événement. C'est interdit. On ne peut pas faire ça. Or, Mathilde Panot, c'est précisément ce qu'elle fait dans ce tweet avec une instrumentalisation qui n'a pas lieu d'être dans ce contexte. Deuxièmement, ce tweet, rien ne va dans le tweet. D'abord, elle ne fait pas référence à l'objet même de la rafle du Veldiv, à savoir le fait que c'était les Juifs qui étaient visés et que c'était le signe d'un antisémitisme d'État, d'une politique antisémite. De la même manière, elle fait une sorte de parallèle avec effectivement ces propos qu'avait pu tenir Emmanuel Macron sur Pétain de la Première Guerre mondiale, sur les 89 députés du Rassemblement national. On peut avoir des débats là-dessus. On peut avoir des débats sur l'opportunité qu'avait Emmanuel Macron de parler de cette manière de Philippe Pétain en 2018. On peut avoir des débats sur les origines du Rassemblement national, effectivement parti fondé par des collaborationnistes. Mais rien ne peut égaler l'horreur des 16 et 17 juillet 1942. Et puis troisièmement, quand on est dans un parti politique qui récemment a pu montrer une forme d'ambiguïté vis-à-vis du combat contre l'antisémitisme, rappelons que Daniel Simonet et Daniel Obono, pendant la campagne des législatives, ont reçu l'ancien leader travailliste anglais Jeremy Corbyn, qui a été expurgé de son parti pour cause d'accusations de complaisance avec l'antisémitisme. On fait attention dans ce genre de moment, on essaye d'être impeccable. Or, Mathilde Panot, avec ce tweet, ne l'a pas été. Est-ce que pour autant Emmanuel Macron va y répondre directement? Non. C'est pas le lieu, mais simplement, ça montre la nécessité au quotidien de lutter contre toute instrumentalisation,
toute volonté, au fond, d'essayer de niveler les choses, comme si on pouvait faire des parallèles qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est aussi un des objectifs de ce discours du président de la République. Parce que le fondamental aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est donc cet anniversaire, cette commémoration 80 ans après donc cette rafle du Veldiv, dont Laurent Joly vous disait très peu sont revenus, hein, moins de 200 rescapés, et notamment donc des enfants. Arlette Testiller en était une à l'époque. Elle est revenue de ses camps et ce matin, elle s'est exprimée lors de la première commémoration qui a lieu à Paris, sur l'ancien site du Vélodrome d'hiver. On l'écoute. Chaque année, moi, je me sens coupable d'être sortie vivante de cet enfer à 8 ans et demi. Chaque année, je pleure. Serge, Lazare, Régine et tous les autres petits qui sont partis en fumée uniquement parce que nés juifs. Et je m'indigne. Rien ne s'efface. Rien ne doit s'oublier. L'oubli fait partie intrinsèque de la mémoire. Se souvenir, c'est faire acte de respect, de sagesse envers l'histoire. Il faut absolument maintenir vivante la mémoire du génocide et du nazisme. La vigilance ne doit pas être un vain mot, parce que l'oubli serait une ouverture aux révisionnistes et aux négationnistes qui existent. Je vous remercie. Voilà donc pour ces mots forts prononcés ce matin par cette rescapée donc sur l'ancien site du Vélodrome d'hiver, commémoration à laquelle a participé, on l'a vu, on l'a aperçu sur ces images, la Première ministre Elisabeth Borne. Laurent Joly, je crois que vous avez écouté très attentivement le discours de la Première ministre. Alors ce que je rappelle qu'on attend, celui du président de la République dans quelques instants. Est-ce que vous retenez des choses fortes de ce discours d'Elisabeth Borne ce matin ? Parce que ce qui m'a le plus frappé, c'est la manière dont elle a réussi, je trouve, à très bien expliquer le discours du président Chirac de 1995 et expliquer finalement le sens profond de ce discours, parce que aujourd'hui, il est un peu à la mode de dire ah oui, le président Chirac en 95, il est allé un peu trop loin. Il a parlé d'une faute collective, il a parlé de la France. Donc vous avez des gens qui sortent leur petit drapeau, qui se sentent outragés. Ils n'ont pas compris ce qu'en fait il y avait derrière. Et elle a dit quelque chose que j'ai noté. Elle a dit ce fut un immense soulagement, ces propos, parce qu'effectivement c'est ce qu'attendaient les familles des victimes. Donc les propos de Chirac en 95. De 95. Et je trouve que c'est tout à fait juste. Elle dit quand la France a perdu son âme, il y a eu une forme de trahison. Et ça correspond totalement à ce qu'étaient ces Juifs qui ont été arrêtés. Ces Juifs qui ont été arrêtés à Paris sont des gens qui venaient pour la plupart d'entre eux de Pologne et qui avaient fait le choix de la France, qui aimaient la France. Quand vous écoutez le discours d'Arlette, le discours d'Arlette est bouleversant parce qu'elle dit « Moi, en fait, je suis né en 1942 ». C'est à partir du moment où elle a été cachée. Et elle a dit dans son discours, elle a parlé de son amour de la France. Et donc, vous voyez, cet amour de la France, il a été trahi par la rafle. Et il y avait besoin, vous savez, c'est comme quand des parents se comportent mal avec des enfants. S'il n'y a pas un pardon qui vient des parents, c'est très dur à vivre pour les enfants. Mais c'est ça. Et si on ne comprend pas cette forme d'empathie-là, on ne comprend pas le discours de Chirac. Et je trouve que là-dessus... Madame la Première ministre a eu des mots très forts. Elle a parlé aussi, ce n'est pas être patriote que de déchirer, de vouloir réécrire l'histoire. Donc la France doit accepter qu'il y a eu là une tâche irréparable. Voilà, et je trouve qu'elle l'a très bien dit, et ça permet d'aller au cœur de ce qui est vraiment le sens du discours de Jacques Chirac. C'est pas, comme on le dit, de la repentance. C'est juste un discours de reconnaissance. Il y a eu un crime, à un moment donné, la France a trahi ses valeurs, et elle le reconnaît. C'est une forme de réparation dont on avait besoin. En 1995, alors on parle en 1942. Voilà, donc il y a eu quand même beaucoup de temps. Oui, il y a eu 53 ans pour enfin... Et Clarsfeld le dit, tous les gens le disaient, ce sont des gens qui sont nés dans les années 30, qui ont donc été bercés par la République, qui sont nés en France. Clarsfeld le disait aussi, c'était les mots qu'on attendait depuis notre enfance. Donc c'est ça le discours de Chirac de 95. Vous voulez revenir, Benjamin, aussi sur ce discours de ce matin ? Oui, non, et par rapport à ce que dit Laurent Joly, rappelons aussi que parmi les témoignages des rescapés du Veldiv, il raconte ces scènes où les policiers viennent frapper à la porte et où certains, alors bien sûr, il y en a qui avaient compris ce qui allait se passer et d'autres se disaient, mais au fond, dans le pays de Diderot, de Voltaire, de Rousseau, la police française ne peut pas venir nous chercher et nous emmener au Veldiv, puis ensuite dans les camps de la mort. Il y avait une impossibilité à se dire
qu'une telle trahison était possible. Et c'est aussi pour cela que ces mots sont aussi importants, parce que là encore, le discours de Jacques Chirac était évidemment nécessaire, mais il y avait une nécessité à rompre avec, avant, 40 ans, là pour le coup, de silence coupable. Silence coupable dans les années qui ont suivi la guerre, où il y avait une sorte de voile pudique qui était dressé sur la façon dont les Juifs avaient été déportés, sur la responsabilité de la France, où on a mis du temps. Il a fallu Paxton, il a fallu des historiens avant qu'enfin, non seulement la responsabilité de l'État français soit soulignée, et aussi la politique antisémite de déportation soit mise à jour. Et rappelons aussi que le président de la République, avant Jacques Chirac lui-même, qui était François Mitterrand, refusait d'évoquer une responsabilité de l'État français et de la police française. Il refusait les excuses parce que pour lui, la France en 1942 n'était pas à Paris, n'était pas à Vichy, elle était à Londres. Et donc en quelque sorte, le gouvernement de Vichy était illégitime et donc la France n'avait pas à s'excuser. D'où ce besoin de rupture et d'où ce besoin de prononcer ce discours qui est effectivement absolument pas de la repentance, absolument pas, une façon de s'auto-flageller, mais simplement une façon de rappeler la vérité qui est que ce ne sont pas les Allemands, ce ne sont pas les nazis, ce n'est pas la Gestapo qui allait frapper aux portes des Juifs pour aller les déporter et pour aller les emmener au Veldiv, c'était la police française. Et donc c'est ça aussi qui devait être rappelé et qui sera sans doute rappelé dans le discours d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Et on attend évidemment ce discours dans quelques minutes. Il y a un petit peu de retard, mais on est habitué avec Emmanuel Macron. Marie Gentric, vous êtes sur place à Pithiviers, donc sur le site de l'ancienne gare, où le président de la République va s'exprimer cet après-midi, donc pour rendre hommage à ces victimes de la rafle du Veldiv et pour inaugurer également aussi ce nouveau lieu de mémoire. Oui, exactement. Emmanuel Macron ne devrait plus trop tarder pour prendre la parole, puisque les officiers de sécurité viennent de demander à tous les gens de bel et bien prendre leur place, ce qui nous laisse penser que le président de la République pourrait arriver d'une minute à l'autre pour prononcer son discours, un discours qui est très attendu, d'autant qu'on est dans un lieu, vous l'avez dit, extrêmement symbolique. On est dans l'ancienne gare de Pithiviers. C'est le deuxième plus grand site de déportation en France après celui de Drancy. Pour vous donner quelques éléments historiques, dans le Loiret, plus de 8000 personnes juives en 1942 ont été déportées vers Auschwitz. 8 convois ont quitté des gares du Loiret, dont 6 convois qui ont quitté cette gare de Pithiviers, désormais transformée en lieu de mémoire et inaugurée aujourd'hui avec la présence d'Emmanuel Macron, 80 ans jour pour jour après la rafle du Veldiv. Alors le discours d'Emmanuel Macron, on s'attend à ce qu'il soit assez fort, assez puissant, assez offensif. C'est le terme qu'utilise l'Élysée, offensif contre l'antisémitisme. L'antisémitisme qui reste rôdant, qui reste insidieux. Là encore, ce sont les mots de l'Élysée. Emmanuel Macron qui devrait également dénoncer un nouveau type de révisionnisme historique, notamment concernant le rôle du maréchal Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, de nombreuses personnes sont venues assister à ce discours, notamment des rescapés de la rafle du Veldiv, également plusieurs ministres qui ont fait le déplacement avec Emmanuel Macron, comme le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et puis à noter la présence de 2 députés du Rassemblement national du Loiret, invités par l'Élysée et qui ont répondu présent. Merci beaucoup Marie Gentric, donc du côté de Pithiviers avec Yohann Chérifi. On attend donc évidemment la prise de parole du président de la République dans le cadre de ces commémorations des 80 ans de la rafle du Veldiv. Il y a le discours qui va être politique, on va tous évidemment l'écouter avec beaucoup d'attention. Et puis il y a cette notion, Laurent Joly, de mémoire. Il y a ce nouveau lieu, ce nouveau mémorial qui va être inauguré. Pourquoi c'est encore important aujourd'hui d'avoir ce nouveau type de lieu de mémoire ? Parce qu'il y en a en fait pas tant que ça. Le Veldiv, par exemple, on a attendu 2017 pour avoir un lieu de mémoire à peu près digne de ce nom aux abords de l'ancien site, puisqu'on le sait, le Vélodrome d'hiver, c'est des grandes salles des sports où on avait massé 8000 victimes. Qui a été détruite a été détruit en 1959. Alors on avait mis une plaque. Il y avait une plaque qui était là depuis 1946. En 1959, d'ailleurs, cette plaque, elle a disparu. On la remet en 62 parce que c'est 20 ans après. Puis en 1985, on se décide à faire une plaque qui, enfin, évoque le rôle de la police de Vichy. Ça, c'est grâce à Serge Klarsfeld et au CRIF. Mais cette plaque, elle était au fond d'un petit square. Il y avait un petit jardinet, c'était fermé, c'était vraiment minable. Et donc, c'était pas normal. Et donc, depuis 2017, vous voyez, on a un lieu. Pithiviers, Bonne-à-Rolande, on n'avait pas. Il y a des choses, mais il y a le CERCIL qui a fait un travail formidable depuis une trentaine d'années. Mais voilà, là, cette gare symbolique, je trouve que c'est important effectivement de faire un véritable lieu de mémoire. Voilà, il y en a pas tant que ça.
Donc on a le mémorial de la Shoah, on a à Drancy, on a des choses, mais par rapport à ce qui a été le cœur du drame de la Shoah en France, c'est-à-dire l'été 42, et Paris, où on a arrêté 13 000 personnes en moins de 2 jours, c'est-à-dire un déporté juif sur 6 a été arrêté pendant 2 jours, avec ces drames des camps du Loiret, ces séparations terribles, voilà, là il y aura quelque chose de vraiment important. Agathe Lambré, on entendait tout à l'heure dans les mots de Marie Gentric sur place à Pithiviers que cet après-midi, ils sont également présents des députés Rassemblement National du Loiret. Évidemment, c'est sur leur territoire, mais on pense aussi à ces accusations de Mathilde Panot, on l'évoquait encore il y a quelques instants, ces raccourcis dans ce tweet qui a été publié. C'est important aussi pour cette famille politique d'être présent, même sur ce genre d'événement où parfois, la famille, par exemple Le Pen, aurait pu être incriminée de certains propos sur la condition juive, sur la communauté juive. Pour Marine Le Pen, c'est capital. Benjamin le rappelait tout à l'heure, le Front National a été fondé par d'anciens collaborationnistes et dès que Marine Le Pen est arrivée à la tête de ce parti, elle a tout fait pour dédiaboliser le parti, à commencer par sa réputation antisémite. Marine Le Pen a eu un discours de séduction vis-à-vis de la communauté juive. Aujourd'hui, elle est invitée, c'est une pratique républicaine, à l'Élysée ne fait pas de la politique. Il a invité les députés, donc ils seront présents. Et bien sûr, elle, dans sa stratégie de dédiabolisation, c'est important. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le lieu, en tout cas, pour faire de la politique. Et il ne faut pas voir forcément dans cette présence du Rassemblement national une volonté de l'Élysée de faire passer un quelconque message. C'est une réponse, en tout cas, indirecte, très indirecte, peut-être involontaire, malgré tout, à cette polémique créée par Mathilde Panot. Vous venez de voir les images, le discours d'Emmanuel Macron va intervenir dans quelques instants. On devrait également entendre Éric de Rothschild, le président du mémorial de la Shoah, donc lors de ces commémorations des 80 ans. Laurent Joly, pourquoi la France a mis autant de temps, on parlait tout à l'heure de 95 avec Jacques Chirac, pour reconnaître la responsabilité de l'État français? Pourquoi ça a été si long? Ça aurait pu être normal, c'est-à-dire que au sortir de la guerre, la France est dans le camp des vainqueurs, le général de Gaulle, la reconstruction. Mais il y a un point qui empêchait, pour la rafle du Veldiv, puisque c'est de ça dont on parle plus précisément, de véritablement évoquer la réalité historique. C'est que le problème, c'est qu'on a eu les combats de la libération. On a tous vu des films sur les combats de la libération. On sait que la préfecture de police de Paris a été en pointe. Il y a eu... Et donc, après la guerre, vous imaginez dire c'est la préfecture de police de Paris qui a arrêté les Juifs? C'est pas possible. Donc on a mis sous le tapis. Donc on met sous le tapis. Et il y a une première commémoration nationale, ça c'est très peu connu. J'en parle dans mon livre parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Il y a une première commémoration nationale en juillet 45 au Parc des Princes. C'est le Parti communiste qui est derrière. Le Parc des Princes, il est plein. Donc on sent qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. C'est d'ailleurs, on a compris la singularité, c'est-à-dire qu'on a arrêté des femmes, des enfants. Cette séparation, c'est unique. Ça s'est jamais refait. Donc on célèbre un drame, mais on ne peut pas mentionner qui a appliqué ces arrestations. Et on dit, vous lisez l'Humanité, vous lisez l'Aurore, on dit voilà, la grande rafle, c'était les Boches, c'était les Allemands. Peut pas. Donc vous voyez, cette incapacité à mentionner le fait que c'est une opération 100% française dans l'exécution, parce que la préfecture de police de Paris, ce sont les héros, c'est les policiers des combats de la libération d'août 44. Donc vous voyez que ça, je pense que ça a vraiment été un facteur, vous voyez, conjoncturel lié aux circonstances de la fin de la guerre. Puis après, dans les années 50, c'est effectivement le silence. Les commémorations, c'est vraiment uniquement la communauté juive qui se sent d'ailleurs abandonnée, qui considère qu'un drame pareil devrait toucher toute la communauté nationale. Puis après, vous avez quelque chose de naturel qui a commencé à se mettre en marche. Fin des années 60, en 1967, est publié un livre sur la rafle du Veldiv qui va avoir un succès. Le grand dessinateur Cabu fait à l'époque des dessins de la rafle du Veldiv qui aujourd'hui sont exposés au mémorial de la Shoah. Donc, on commence à prendre conscience en 67, puis après 68, on oublie un peu. Dans les années 70, vous avez des historiens, Serge Klarsfeld, qui commence à faire son combat militant. Il n'y a pas de demande à l'époque qu'il y ait un président de la République qui tienne des propos. Et cette demande, elle vient avec Mitterrand. Donc finalement, on a un processus naturel qui aurait dû aboutir à un discours du président Mitterrand, qui a quand même fait 2 septennats, et Mitterrand refuse. Et là, on est dans une forme de régression, puisque Mitterrand refuse une évolution logique, en fait, naturelle de la mémoire. Pour des raisons simples, c'est qu'en fait, Mitterrand, il est gêné, parce que lui, il a été à Vichy pendant la guerre. Il admirait Laval.
il admirait Pétain quand il était jeune. Et surtout, il était un ami de Bousquet, qui était le chef de la police de Vichy. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit oh ben non, ça n'a rien à voir avec la France. Il fait une sorte il joue un peu au gaulliste, mais tout en disant, en fait, la RAF du Veldiv, ce sont des minorités activistes. Oui, c'est un peu comme Mathilde Panot, quoi. C'est que c'est pas l'État français, c'est des minorités d'activistes. Ben non, la RAF du Veldiv, c'est Pétain, c'est Laval et c'est l'administration ordinaire. Donc vous voyez, il passe complètement à côté. Et Chirac, dès qu'il est président, c'était évident qu'il doit faire ce discours. Et il le fait, quelques semaines après avoir été élu. Dans un instant, on va reprendre la direction de Pithiviers pour rejoindre Marie Gentric. Benjamin Duhamel, vous vouliez apporter une précision par rapport à ça? Oui, et c'est d'autant plus courageux de la part de Jacques Chirac, qui, rappelons-le, est élu en 95, c'est un président gaulliste. Et jusque-là, une partie de la doxa gaulliste consiste à dire que la France en 42, elle est à Londres et que donc la France n'a pas forcément à ni s'excuser ni prendre une part de responsabilité sur ce qui se passait sur le territoire, que ce soit en zone libre ou en zone occupée. Pour rebondir sur ce que disait Laurent Joly et pour donner un exemple à ceux qui nous regardent sur ce voile qui était dressé sur la responsabilité notamment de la police française. Vous avez en 1955 un documentaire qui est un des premiers documentaires sur l'Holocauste qui s'appelle Nuit et brouillard, réalisé par Alain Resnais, documentaire d'environ une trentaine de minutes. Et vous avez une scène, je crois que c'est à Pithiviers d'ailleurs, je sais plus c'est à Bonne-la-Rolande, où vous voyez un gendarme. C'était l'autre gare du Loiret, qui est l'autre gare du. Et l'autre. Voilà, exactement. Et vous avez un gendarme avec un képi, et donc on voit que c'est un gendarme français. Et avant que le documentaire sorte, les pouvoirs publics, les autorités demandent à ce que le képi du gendarme soit flouté pour que ceux qui voient ce documentaire ne puissent pas voir que c'est précisément à Bonne-la-Rolande un gendarme français qui donc gardait ce camp. Comme pour montrer qu'il y avait effectivement à ce moment-là une omerta. Alors à quoi était-elle due? Elle était due à une obsession de la réconciliation, c'est-à-dire le fait qu'il fallait à tout prix tout faire pour que les divisions ne réapparaissent pas, parce qu'il y avait effectivement ce mythe généré par le général de Gaulle sur la France résistante. Alors bien sûr, il y a eu des gens formidables, il y a eu les justes, parce que rappelons aussi que par rapport aux objectifs qui étaient fixés sur la rafle du Veldiv, seulement un tiers sont arrivés au Veldiv. Pourquoi? Parce que des policiers ont détourné le regard, parce que des justes ont caché des juifs, parce que... Alors les justes, on précise, ce sont les Français qui sont venus en aide, justement, qui ont sauvé les juifs. Et qui ont aidé pendant la Seconde Guerre mondiale les juifs, soit en les accueillant, soit en les cachant. Mais donc il y avait cette obsession de la réconciliation, cette volonté de jeter un voile pudique qui a fait qu'on a dû attendre 50 ans avant que la vérité soit dite par Jacques Chirac, par ce discours historique écrit d'ailleurs par Christine Albanel, qui est devenue plus tard ministre de la Culture. On voit ces images en direct depuis Pithiviers. On comprend pourquoi Emmanuel Macron n'est pas encore à son pupitre pour son discours, puisqu'il est en train de voir ce nouveau mémorial donc, en commémoration aux victimes de cette rafle du Veldiv. Il est accompagné évidemment de toutes ces personnes qui vont être aujourd'hui sur la scène avec lui, notamment l'historien Serge Carfez. Il y aura aussi le PDG de la SNCF. Il y a beaucoup également d'élus, des députés qui sont avec lui. C'est important, Laurent Joly, de montrer aussi cette unité aujourd'hui de tous les corps qui auraient pu participer, puisqu'on parle aussi de la SNCF, puisqu'on rappelle que c'est de cette gare que sont partis de nombreux convois vers les camps d'Auschwitz. Oui, ça fait partie du rituel commémoratif depuis longtemps. J'ajouterais sur ce que vous disiez, la grande force du discours de 95 de Jacques Chirac, c'est qu'effectivement, il arrive comme ça, mais il n'arrive pas de nulle part en vérité, parce que 9 ans avant, en 86, il avait inauguré la fameuse plaque, et c'était déjà d'ailleurs Christine Albanel qui tenait sa plume. Et j'ai un collègue qui s'appelle Hubert Strouk qui a travaillé sur la préparation des discours. Il montre bien qu'en fait, Jacques Chirac et Christine Albanel qui avait écrit son discours, mais ils avaient travaillé vraiment sur les travaux des historiens. Ils s'étaient beaucoup inspirés de Vichy-Auschwitz. Donc Chirac, il était imprégné de ce savoir historique de Klarsfeld, Vichy-Auschwitz, qui est vraiment un livre fondamental. Donc pour lui, c'était juste vraiment la reconnaissance de la réalité historique. Et c'est aussi ça qui fait la grande force du discours de Jacques Chirac. Et là, on verra s'il y a des distorsions, parce que depuis, il y a eu des distorsions dans ces discours sur la réalité historique. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a plus d'Allemands, qu'il n'y a plus de solution finale. Donc voilà, Jacques Chirac, c'est un discours qui est très serré par rapport à la réalité historique. Et c'est ce qui fait aussi sa force, et je pense qu'il faut le rappeler.
15h27, merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous voyez ces images en direct depuis Pithiviers, où le président de la République va donc prononcer un discours dans le cadre de la commémoration des 80 ans de la rafle du Veldiv, un déplacement, une inauguration également de mémorial que vous suivez pour nous, Marie Gentric. Alors, on sent que cette inauguration va avoir lieu dans quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui est en train de se passer, ce que fait le président actuellement ? Oui, alors Emmanuel Macron est arrivé avec un petit peu de retard. Là, Emmanuel Macron, il va visiter l'ancienne gare de Pithiviers. L'ancienne gare de Pithiviers qui est désormais devenue un lieu de mémoire. C'est l'inauguration officielle aujourd'hui, 80 ans jour pour jour après la rafle du Veldiv. C'est un lieu de mémoire qui va notamment accueillir des sorties scolaires, des enfants pour faire ce travail de mémoire. Donc, parce qu'on le rappelle, cette ancienne gare de Pithiviers, c'est le deuxième plus grand site de déportation en France après celui de Drancy. Juste après avoir visité cette ancienne gare de Pithiviers, Emmanuel Macron se rendra ici où les gens sont en train de l'attendre pour prendre la parole. Il prononcera un discours qu'on attend assez fort, assez puissant, assez offensif, nous a dit l'Élysée, contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron devrait notamment parler de cet antisémitisme rôdant, insidieux. Ce sont les mots utilisés par son équipe pour décrire son discours. Et puis le président de la République devrait également parler du révisionnisme historique, tout particulièrement du rôle du maréchal Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai qu'au cours des derniers mois, pendant la campagne présidentielle, à plusieurs reprises, il y a eu certaines polémiques concernant les agissements, le rôle du maréchal Pétain entre les années 1940-1945. Alors vous l'avez dit, plusieurs personnes accompagnent Emmanuel Macron, notamment plusieurs ministres, comme le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sont également présents. Deux députés du Rassemblement national du Loiret qui ont été conviés par l'Élysée et qui ont répondu présents pour cette commémoration. Merci Marie Gentric. On vous retrouvera évidemment dans quelques instants sur place à Pithiviers avec Yohann Cherifi et Dominique Lepicard pour suivre donc ce discours du président de la République, discours de commémoration des 80 ans de la rafle du Veldiv. Benjamin Duhamel, Marie l'évoquait, il y a cette notion de révisionnisme qui va être dénoncé dans le discours du révisionnisme historique, pour aller jusqu'au bout, dénoncé par le président dans son discours tout à l'heure, c'est ce qui est prévu. Et revenez Marie justement sur cette campagne présidentielle qu'on a tous vécue ici, notamment sur BFM TV, grâce à vous et à toutes les équipes politiques, et ce personnage, Éric Zemmour, qui est venu sur cette scène et qui a apporté aussi ce lot de ses propos parfois très polémiques. Oui, plus que polémique ou que du révisionnisme concernant Éric Zemmour et ce qu'il a pu dire sur le fait que le maréchal Pétain avait sauvé des Juifs de France, c'est tout simplement des mensonges. Parce que là, je parle sous le contrôle de Laurent Joly, qui connaît ça 1000 fois mieux que moi et qui a écrit sur ce sujet. Mais c'est tout simplement faux. Rappelons ce que disait Éric Zemmour. Éric Zemmour essayait de réhabiliter une thèse qui avait été battue en brèche par tous les historiens sérieux depuis 50 ans, qui était la thèse du glaive et du bouclier. C'est-à-dire qu'au fond, le général de Gaulle à Londres et Pétain à Vichy avaient, avec des outils différents, l'objectif de protéger les Français et les Juifs français. Sauf que tout cela est totalement faux. Du statut des Juifs annoté à la main, au crayon à papier par le maréchal Pétain, à la volonté de Laval de faire en sorte que les enfants juifs soient concernés par la rafle du Veldiv, tout démontre que non seulement la France a suivi les demandes de l'Allemagne nazie, mais les a même devancées et est allée plus loin. Donc l'idée selon laquelle le maréchal Pétain aurait essayé de sauver des Juifs français est tout simplement fausse. Éric Zemmour répond « Oui, mais regardez, la France est un des pays où, au fond, il y en a un certain nombre qui ont été sauvés. » Mais c'est pas grâce au maréchal Pétain que les Juifs ont été sauvés. C'est parce qu'il y avait des justes, ils sont 3000 qui ont été reconnus, donc anonymes ou reconnus, qui ont permis précisément de sauver certains Juifs, parce qu'il y a des autorités. Parlons par exemple de l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Saliège, qui a, à un moment donné, dans la communauté catholique, pris la parole pour expliquer que ce qui se passait était insupportable. On peut parler de la même manière du pasteur Trocmé du Chambon-sur-Lignon, qui à un moment donné sont des autorités morales qui, certes, n'ont pas permis de sauver ces Juifs qui sont allés vers la déportation et vers la mort, mais qui au moins, on fait revivre la flamme d'une forme de discours et sur les valeurs de la République qui avait tout à fait disparu. Et donc oui, il y a une volonté de répondre de la part d'Emmanuel Macron à ce qui est au-delà même du révisionnisme historique, ce qui sont tout simplement des mensonges qui ont été proférés effectivement par un candidat à l'élection présidentielle et qui d'ailleurs a été défait dans les urnes, ce qui d'ailleurs montre que les Français
n'ont pas été tout à fait dupes de cette tentative de réécrire l'histoire, vu le résultat politique que ça a donné au final. Malgré tout, il y a ce contexte politique. Il y a eu Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle. Agathe Lambray, est-ce qu'avec tout ce contexte, dans ce discours, le président Emmanuel Macron marche sur des œufs, j'allais dire, dans cette peut-être volonté qu'il va avoir de garder cette unité de la nation, de ne pas créer de nouvelles polémiques lors de ces commémorations? Est-ce que c'est quelque chose que le président a en tête? Est-ce qu'il va être dans une forme de retenue avec ce contexte-là? Je pense en tout cas la polémique, elle vient pas d'Emmanuel Macron. Là, on a clairement vu qu'elle venait des Insoumis avec le tweet de Mathilde Panot et qu'elle est venue d'Éric Zemmour pendant la campagne. Mais je pense que le discours d'Emmanuel Macron, il doit être dans la recherche de la vérité et dans la continuité de celui de Jacques Chirac. L'Élysée le dit, ce sera un discours offensif parce que l'antisémitisme rôde toujours en France, parfois de manière insidieuse. Il y a aussi un antisémitisme qui tue en France. On peut citer les victimes d'Ozar Hatorah, l'école de Toulouse par Mohamed Merah, les victimes de l'hypercachère, Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll, des agressions antisémites récurrentes, des actes qui ont explosé ces dernières années, des agressions qui ont lieu aussi énormément dans les écoles. C'était une enquête de l'IFOP qui avait montré que l'un des premiers lieux d'agression était l'école. Et c'est pour ça que le chef de l'État, au-delà de son discours, se rend aussi dans un nouveau lieu de mémoire aujourd'hui qui est justement destiné aux enfants, aux écoliers, parce que cela passe aussi par l'éducation, lutter contre cet antisémitisme qui existe toujours en France. Et ce discours, il est fondamental parce qu'on n'en a pas terminé avec l'antisémitisme. Il y a un vrai travail encore de réveil des consciences à faire. Il y a donc cette dimension sur la portée historique de cet événement. Il y a évidemment aussi la commémoration des enfants aussi de rescapés, dont font partie l'historien Serge Klarsfeld, président des Fils et Filles de déportés juifs de France. Il participait ce matin, lui, à une autre commémoration, celle sur l'ancien site du Veldiv à Paris, dans le 15e arrondissement. Et dans son discours, il rappelle les deux France qui s'opposaient alors, notamment avec la collaboration avec l'Allemagne. D'un côté, il y avait la France de la résistance, celle de la France libre, celle des justes. Et de l'autre côté, il y avait la France de l'armistice, celle de Montoire, celle de la collaboration et du Veldiv. Et c'est à juste titre, même si c'est le fruit du hasard, que le viaduc et le métro de Bir Hakeim surplombent la place des martyrs juifs de la rafle du Vélodrome d'hiver. Parce que les deux événements, l'un glorieux, l'autre honteux, eurent lieu quasi simultanément et qu'à l'époque, il y avait deux France en guerre civile et extérieure. Cela n'a pas été reconnu à la Libération et certains aujourd'hui ne le reconnaissent pas encore. 15h35, ces images en direct depuis Pithiviers dans le Loiret où Emmanuel Macron doit s'exprimer dans quelques instants dans le cadre des commémorations des 80 ans de la rafle du Veldiv. Laurent Joly, historien, est toujours avec nous. Quelques mots peut-être d'explication sur ce que vient de dire, ou ce qu'a dit plutôt tout à l'heure Serge Klarsfeld avec ces deux France qui se sont opposées à l'époque. Oui, c'est encore une fois de la part de Serge Klarsfeld la volonté de revenir aux sources du discours de 95. On va toujours revenir à ce discours de 1995 du président Chirac où il reconnaît donc pour la première fois le rôle de l'État français. Il parle même à un moment donné dans son discours de la France comme était ce jour-là l'irréparable. Et puis il dit mais il y a une deuxième France. Cette France à Bir Hakeim, la France de la résistance, la France des justes. Donc, il y a cette idée que, en fait, la France n'est pas quelque chose d'unique entre 40 et 44. Il y a deux France, en fait, qui ont existé. Il y en a une qui a trahi, qui a sacrifié les Juifs, et l'autre qui a essayé de sauver l'honneur de la France. Donc, c'est un peu schématique, mais c'est l'enseignement qu'on peut tirer, si vous voulez, pour simplifier un petit peu les choses. Et donc, c'est pas ce mythe d'en fait de France qui travaille ensemble de conserve, Pétain à Vichy, De Gaulle à Londres, et qui aurait poursuivi le même objectif patriotique. La réalité historique n'est pas là. Et effectivement, entre la France de Gaulle, la France libre et la France de Vichy, c'est une guerre à mort. Donc le terme de guerre civile, il va être contesté par les historiens. Les historiens n'aiment pas tellement cette notion-là pour parler de ce qui s'est passé en France. Mais entre De Gaulle et Pétain, c'est une lutte à mort. Et d'où effectivement cette volonté à la libération du général De Gaulle de dire
En fait, Vichy, c'est nul et non avenu. Ça n'aurait même pas dû exister. Voilà, qui a ensuite été récupéré par des gens qui voulaient gommer. Enfin, vous voyez ce qui avait pu se passer. Et d'ailleurs, Zemmour fait une fusion très étonnante et très personnelle entre une tradition gaulliste, parce que quand vous écoutez Zemmour, lui, il dit Chirac, il n'est pas gaulliste. C'est Mitterrand qui est gaulliste. C'est Mitterrand qui dit que la France n'est pas comptable des crimes de Vichy. Et il va mélanger ça avec ce vieux mythe du glaive et du bouclier, qui est un mythe pétainiste, où en fait, au moment de son procès, au début de son procès, le maréchal Pétain, en 1945, on est en juillet 1945, il dit, voilà, moi, à Vichy, j'étais le bouclier, et De Gaulle, à Londres, il était l'épée. Ça ne repose sur rien, bien évidemment, mais ça va être un argument pétainiste depuis. Et donc Zemmour fusionne les deux dans un truc un peu bizarre qui vise, estime-t-il, à déculpabiliser les Français parce qu'on serait vous connaissez la théorie de Zemmour. On culpabilise à cause du discours de Chirac de 1995. On s'accuse de crimes qu'on n'a pas commis et du coup, on n'ose plus prendre des mesures drastiques contre les étrangers parce qu'on a honte de ce qu'on est. Voilà le raisonnement tordu de Zemmour. Et en fait, il n'y a pas un autre responsable politique qui tient des propos comme ça. Il est très isolé. Mais, on en parlait hors plateau, il fait des émules. Effectivement, moi, dans des formations, souvent des profs viennent me voir, mais il y a des élèves qui me disent qu'il y a des débats entre historiens, qu'il y aurait certains qui diraient que ça, puis que d'autres, il y aurait Paxton, il y aurait... Ben non. Je veux dire, les propos de Zemmour sur l'histoire sont mensongers, purement et simplement. En fait, le tort qu'a créé Éric Zemmour pendant cette campagne présidentielle est de donner l'impression qu'il y avait un débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun historien sérieux qui peut affirmer que le maréchal Pétain ou que la France de Vichy a essayé de sauver les Juifs. Il n'y a pas de débat possible. Il y a simplement un constat et qui va être rappelé par le président de la République, qui fait l'objet d'un consensus heureux historique comme politique depuis 1995, qui est qu'il y a une responsabilité de la France, de l'État français. Ça ne veut pas dire que des gens que tout le monde s'est mal comporté. Rappelons encore une fois les justes. Rappelons aussi dans des témoignages qui sont ceux de rescapés de la rafle du Veldiv que parmi les policiers de la police municipale à Paris, il y en a aussi certains, sans doute une minorité, mais qui, à des moments, ont détourné la tête pour s'assurer que des enfants puissent partir. Ça ne veut certains pas dire... ont même prévenu, a priori. Surtout, c'est d'abord l'essentiel. Absolument. C'est ce qui s'est passé avant. Il y a ceux qui préviennent, il y a ceux qui détournent le regard, il y a aussi évidemment ceux qui sont zélés, et ceux-là, pour le coup, sont tout à fait complices de la collaboration. Mais il n'y a pas de débat sur le fait de savoir si le maréchal Pétain a sauvé ou non des Juifs. C'est faux. Justement, pour rétablir la vérité, il y a aussi ces témoignages, vous l'évoquiez, de ces rescapés, et parmi eux, il en reste peu, Arlette Testiller, qui était ce matin aux commémorations des 80 ans de la rafle du Veldiv sur l'ancien site du Vélodrome d'hiver à Paris. Elle s'est exprimée, elle est revenue sur ce qu'elle a vécu enfant. Chaque année, moi, je me sens coupable d'être sortie vivante de cet enfer à 8 ans et demi. Chaque année, je pleure. Serge, Lazare, Régine et tous les autres petits qui sont partis en fumée uniquement parce que nés juifs. Et je m'indigne. Rien ne s'efface. Rien ne doit s'oublier. L'oubli fait partie intrinsèque de la mémoire. Se souvenir, c'est faire acte de respect, de sagesse envers l'histoire. Il faut absolument maintenir vivante la mémoire du génocide et du nazisme. La vigilance ne doit pas être un vain mot, parce que l'oubli serait une ouverture aux révisionnistes et aux négationnistes qui existent. Je vous remercie. Voilà donc pour les mots de cette rescapée ce matin. C'était donc sur l'ancien site du Vélodrome d'hiver. Sur ces images que vous voyez, on est dans le Loiret, du côté de Pithiviers, ancienne gare d'où sont partis 6 convois donc en 1942, des convois de juifs vers le camp d'extermination d'Auschwitz. On a ces mots donc de cette rescapée, Benjamin Duhamel. En parler, se souvenir pour lutter contre l'oubli, lutter peut-être aussi contre un antisémitisme qui est toujours là. Oui, qui est toujours là et qui prend plusieurs formes. Vous avez le vieil antisémitisme d'extrême droite, celui de Drummond, celui de Maurras, celui en somme d'extrême droite,
qui parfois revient, mais qui n'est pas sans doute aujourd'hui celui qui est le plus visible, même si Agathe le rappelait tout à l'heure, cette caricature que l'on a pu voir à Avignon, cette fresque avec Jacques Attali et Emmanuel Macron, en était un des symptômes. Vous avez ensuite l'antisémitisme qui est lié au complotisme que l'on a pu voir dans certaines manifestations contre le pass vaccinal, le pass sanitaire, avec des amalgames absolument scandaleux, laissant entendre que ceux qui n'étaient pas vaccinés étaient les juifs d'aujourd'hui, avec des étoiles de David que l'on pouvait voir chez certains manifestants, où là on voit bien que dans la confusion généralisée, antisémitisme, complotisme sont intimement liés. Et puis il y a ce qu'on appelait le nouvel antisémitisme, qui en réalité n'est plus si nouveau, qui date de la fin du XXe, début du XXIe siècle, et qui résulte en particulier de l'importation du conflit israélo-palestinien sur notre sol, avec très souvent un antisionisme, c'est-à-dire la volonté de lutter contre l'existence même de l'État d'Israël, qui se confond avec l'antisémitisme. Et avec là, pour le coup, un antisémitisme qui est lié à l'islam radical, où les juifs sont pris à partie parce que, compte tenu de ce qui se passe en Israël, et on voit bien qu'aujourd'hui, ces trois antisémitismes-là sont encore présents sur le terrain, en France. Pas de la même manière, pas avec les mêmes symptômes, mais de la caricature à Avignon jusqu'au meurtre antisémite de Mohamed Merah en 2012 à l'école aux Oratora, on voit bien aujourd'hui que l'antisémitisme doit être combattu. Et j'ajoute à cela aussi, et encore une fois devant Laurent Joly, dans les difficultés qu'il y a parfois chez certains profs d'histoire dans des classes d'enseigner la Shoah parce que des élèves ne veulent pas l'entendre, parce que des élèves considèrent que cela fait partie d'une propagande qu'ils ne peuvent pas écouter. C'est là qu'on voit bien la nécessité non seulement d'entendre ces témoignages de rescapés, mais aussi de continuer à combattre contre ce fléau qui n'a pas disparu sur notre territoire. Alors que Emmanuel Macron s'approche probablement du pupitre, il était à l'extérieur, on a vu en train de voir ce monument, ce nouveau mémorial en l'honneur des Juifs qui sont morts après cette rafle du Veldiv. Agathe Lambré, vous vouliez préciser des choses justement sur cet antisémitisme récurrent aujourd'hui encore. Oui. Pour rebondir sur ce que disait Benjamin, lutter contre l'antisémitisme, c'est aussi nommer les choses. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a énormément travaillé ce discours, qu'il compte rattacher à l'actualité. Emmanuel Macron, qui en 2019 s'était exprimé devant le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et son discours ce jour-là avait été extrêmement applaudi parce que le chef de l'État, justement, on parlait du nouvel antisémitisme. Emmanuel Macron avait dit « l'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme ». Emmanuel Macron qui avait également parlé d'un antisémitisme fondé sur l'islamisme radical. Peu de présidents étaient allés aussi loin dans le fait de nommer les choses. C'est vrai que pendant des années, on a aussi un peu fermé les yeux sur ce qu'il se passait dans les écoles, dans les banlieues. Et c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de l'importance de l'école, l'importance de nommer les choses, de former les enfants. Aujourd'hui, c'est hallucinant. Cette enquête de l'IFOP dont je parlais aussi tout à l'heure, elle montre qu'un Français sur 3 en France pense que les personnes juives sont plus riches que la moyenne. Et un Français sur 4 est persuadé que les personnes de confession juives ont trop de pouvoir dans la finance et dans les médias. Tout est dit. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à des mesures? Parce qu'au-delà des mots, on parle là de l'école. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le président de la République profite de cette occasion, de ce moment de mémoire, pour annoncer peut-être des choses, des moyens supplémentaires pour lutter justement contre ces formes d'antisémitisme? Peut-être. En tout cas, l'Élysée n'exclut pas l'hypothèse que le chef de l'État aille plus loin encore que Jacques Chirac, ou alors qu'il réactualise son discours. Comment Emmanuel Macron peut-il le faire? C'est un secret jalousement gardé, ce qu'il dira tout à l'heure. Les conseillers de l'Élysée n'ont pas voulu déflorer le discours du chef de l'État, mais effectivement, on écoutera attentivement Emmanuel Macron pour voir s'il est possible aujourd'hui concrètement d'aller plus loin. Alors, Emmanuel Macron qui continue sa visite et Marie Gentric est sur place sur le site de cette ancienne gare de Pithiviers dans le Loiret avec le président qui devrait s'exprimer dans les prochaines minutes. En attendant, Marie, vous avez des informations à nous communiquer sur ce qu'est en train de faire actuellement le président et est-ce qu'il le retarde un petit peu dans son discours? Oui, Emmanuel Macron est en train de visiter, vous l'avez dit, cette ancienne gare de Pithiviers. C'est un lieu extrêmement important parce que c'était le deuxième plus grand site de déportation en France après le site de Drancy. Cette gare de Pithiviers, elle est désormais devenue un lieu de mémoire et c'est en tant que lieu de mémoire, 80 ans jour pour jour après la rafle du Veldiv, qu'Emmanuel Macron vient inaugurer donc cette ancienne gare de Pithiviers. Alors Emmanuel Macron s'est notamment attardé sur les rails qui sont des vestiges de l'époque
l'époque où c'était encore une gare. Une visite où on lui a communiqué de nombreux éléments historiques. Emmanuel Macron qui a également regardé les photos de l'époque. Donc une visite assez longue lors de laquelle il discute avec plusieurs historiens, également avec le PDG de la SNCF et Emmanuel Macron qui devrait arriver ici maintenant quelques minutes pour prononcer son discours. Alors Agathe Lambré le disait, on n'a pas énormément d'éléments sur ce que devrait dire le président. Ses conseillers n'ont pas été très bavards sur la question. En revanche, ce que l'on sait, c'est que c'est un discours qui devrait être assez puissant, assez offensif sur la question de l'antisémitisme, notamment sur un antisémitisme insidieux qui rôde. C'est ainsi que parlent les conseillers d'Emmanuel Macron. On sait également que le président de la République devrait parler du révisionnisme historique, plus particulièrement du rôle du maréchal Pétain lors de la Seconde Guerre mondiale. On le rappelle, au cours des derniers mois, notamment pendant la campagne présidentielle, il y a eu plusieurs polémiques concernant le rôle, concernant les actions de Philippe Pétain lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors vous l'avez sans doute vu sur les images, Emmanuel Macron est accompagné de plusieurs de ses ministres, notamment le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et assisteront à son discours des rescapés du Veldiv, ainsi que 2 députés du Rassemblement national du Loiret qui ont été conviés par l'Élysée et qui ont répondu présents pour cette commémoration. Merci Marie Gentric avec Yohann Chérifi. On est donc patient en attendant ce discours. Agathe Lambré, vous disiez qu'il pourrait durer quoi ? Une petite demi-heure à peu près ? Oui, entre 20 et 30 minutes. On en parlait à l'instant avec Laurent Joly. C'est vrai que c'est potentiellement un peu long, mais Emmanuel Macron fait rarement des discours très courts. Il aurait pu aussi faire un discours beaucoup plus court. Jacques Chirac, en 1995, c'était... C'est autour de 5 minutes, entre 5 et 6 minutes. 5 minutes. Donc là, 20 à 30 minutes, on imagine que le président a beaucoup de choses à nous dire dans ce discours, du coup. Et Laurent Joly, cette durée du discours, ça vous paraît plutôt une bonne chose ou est-ce que vous avez l'impression que justement le discours référence de Jacques Chirac était suffisamment effectif en 5 minutes pour faire passer on ne va pas préjuger de ce qu'il va dire, évidemment. Mais on a un précédent puisqu'on a le discours de 2017 et le discours de 2017 faisait déjà une bonne demi-heure. Et il était visiblement trop long, il y avait plein d'erreurs historiques et voilà, c'est un problème parce que du coup les moments forts sont noyés, passent moins. Et Chirac, c'est au scalpel, c'est un discours extraordinaire. Donc voilà. On va continuer, on continue de suivre évidemment cette commémoration. On parlait, Laurent Joly, de cet antisémitisme ambiant en France. C'est évidemment pas nouveau. Est-ce que tout ce travail de mémoire, tous ces mots, tous ces discours, est-ce que vous avez l'impression que l'histoire avance dans le bon sens ? Je ne sais pas. Le moment où ce matin Elisabeth Borne a été le plus applaudie, c'est lorsqu'elle a évoqué la difficulté qu'il y a à évoquer dans les écoles parfois la mémoire de la Shoah. Et elle a dit qu'il ne doit pas y avoir une école où la mémoire de la Shoah peut être contestée. Et là, c'est le moment où elle a été le plus applaudie. Je vous interromps, Laurent Joly, justement, parce qu'on a ce moment-là qui a eu lieu ce matin pour le faire partager à nos téléspectateurs, donc le discours d'Elisabeth Borne sur ce devoir de mémoire. Pour éveiller les consciences, la mémoire doit être incarnée. C'est la condition même de la transmission. Car si les données sont glaçantes et les faits insupportables, ce sont les mots et les récits des victimes qui pour toujours marquent. Ces derniers mois, ces dernières années, plusieurs des grands témoins de la Shoah nous ont quittés. Aujourd'hui, je pense à ces voix qui se sont éteintes, à Élie Buzyn, à Marceline Loridan-Ivens ou encore à Walter Spitzer. Voilà, Laurent Joly, pour ce moment. Donc ça venait après. Ça venait après. Je vais noter ça. Oui, mais moi, le problème que j'ai, si vous voulez, par rapport à ça, c'est très bien, il faut faire tout ce qu'il faut faire pour lutter contre l'antisémitisme. Le problème, c'est que si je faisais ce que vous avez fait tout à l'heure, avec beaucoup de brio, nous dire quelles sont les différentes natures de l'antisémitisme aujourd'hui, et que je les mets en 40. Je vois quelles sont les différentes tendances de l'antisémitisme. Je ne vois pas ni Laval, ni Bousquet, ni aucun des responsables de la rafle du Veldiv. Ils n'étaient pas des antisémites. Et pourtant, ils ont accompli un crime contre l'humanité. Et quand vous interrogez les témoins, ils vont très au-delà de l'antisémitisme. Ils disent toute discrimination est à combattre. Tout problème de racisme est à combattre. Donc, vous voyez, pour moi, la grande leçon de la rafle du Veldiv, c'est qu'il n'est pas forcément
besoin d'être un antisémite pour prendre des décisions criminelles. Laval, Bousquet venaient plutôt de la gauche, du centre-gauche. Ce qui m'avait gêné dans le discours de Macron en 2017, je ne sais pas s'il refera ça là, c'est qu'il nous parlait, comme vous l'avez fait tout à l'heure, des différentes traditions de l'antisémitisme. Alors on a Céline, on a Darquet de Pellepoix, on a Brasillac. Seulement moi, Brasillac, Darquet de Pellepoix, je ne les vois pas dans la rafle du Veldiv. Donc bien sûr que l'antisémitisme, ça a été un moteur fondamental de la rafle du Veldiv, mais la collaboration, l'opportunisme et la xénophobie ont été des mobiles tout aussi importants. Mais juste, ça veut dire que en 42. Emmanuel Macron a peut-être tort de profiter de ce moment de mémoire pour axer éventuellement son discours sur l'antisémitisme. Je dis pas ça. Je dis juste qu'il faut avoir un peu de recul et se dire que c'est pas la mémoire de la Shoah et avoir être un peu incantatoire avec ça. C'est pas la baguette magique, c'est pas ça qui peut permettre forcément de lutter contre l'antisémitisme. Quand on lit ce que l'Élysée nous distille par rapport à ce discours, ce sera un discours donc offensif contre l'antisémitisme. Benjamin Duhamel, sur le terme offensif aussi, on peut peut-être y revenir. Ça veut dire que sur la forme également, au-delà des exemples peut-être qui vont être utilisés, il pourrait y avoir, on ne peut évidemment pas préjuger de ce qui va se passer dans quelques minutes, mais qu'il y aura aussi peut-être dans ce discours pourtant fleuve, 30 minutes ça va être assez long, une volonté peut-être de mettre en avant certains éléments de manière un peu plus offensive. Et offensif, c'est un mot fort quand même. Oui, mais je crois que le mot offensif recouvre en réalité tous les exemples que l'on a pu prendre ces dernières minutes que l'on a passées ici sur ce plateau, c'est-à-dire les mensonges historiques qui ont été proférés pendant la campagne présidentielle, les exemples concrets d'antisémitisme dans notre pays, de cette fresque à Avignon jusqu'à des assassinats pour des raisons antisémites. Il y a lieu d'être offensif face à une menace antisémite. Et ce que dit Laurent Joly est très intéressant. Et effectivement, pour compléter le panorama que j'essayais de faire sur les menaces antisémites aujourd'hui, c'est vrai que la façon dont l'appareil d'État français s'est mué pour mener à bien une politique antisémite était liée à de la xénophobie, à de l'opportunisme, à la conviction que l'Allemagne allait gagner et qu'il fallait donc de toute façon épouser, voire surpasser les demandes qui étaient faites par l'Allemagne nazie. Et cela montre aussi quelque part, et cela a quelque chose de vertigineux, de voir à quel point des personnalités politiques de la Troisième République se sont transformées en des responsables politiques pouvant mener ce type de politique. Parce qu'on avait tout à l'heure, on avait cette discussion sur la polémique autour de ce qu'Emmanuel Macron avait dit sur Pétain, en disant que ça avait été un grand soldat. Mais rappelons aussi que cette trahison qu'ont ressentie les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale est aussi issue de l'image qu'ils pouvaient avoir pour certains du maréchal Pétain, qui était pendant la Première Guerre mondiale, sorti de cette Première Guerre mondiale comme un soldat héroïque qui était encensé et qui s'est transformé pendant cette Seconde Guerre mondiale en un maréchal Pétain devançant les demandes de l'Allemagne nazie concernant la politique antisémite. Donc c'est aussi la leçon de l'histoire, c'est de voir à quel point il faut être vigilant sur ces compromissions qui peuvent aller extrêmement vite, venant de profils dont on ne suspecte pas une forme d'antisémitisme ou de xénophobie et qui en réalité, en quelques heures, en quelques jours, en quelques semaines, deviennent les complices de la façon dont un appareil d'État se met en branle pour commettre l'irréparable. Je crois que c'est aussi une des leçons de ce qui s'est passé avec la rafle du Veldiv et c'est aussi peut-être ce qu'expliquera Emmanuel Macron tout à l'heure. Voilà, vous avez dit le mot opportunisme, Laurent Joly. Je pense que, au départ, on a cette idée, du côté de Pierre Laval notamment, que l'Allemagne va gagner la guerre et que donc, presque dans un excès de zèle, on va justement donner à l'Allemagne pardon de le dire comme ça, mais les Juifs qu'il souhaite exterminer, les 40 000 Juifs. Tout à fait. Vous savez, Laval, en juin 1942, il est revenu au pouvoir 2 mois plus tôt. Et alors, je suis sûr que pratiquement tous vos téléspectateurs et téléspectatrices connaissent cette archive où Laval, dans un message, je ne sais plus quelle date, on est mi-juin 1942, dit « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Parce que sans elle, ce serait le triomphe du bolchevisme. Donc, je souhaite la victoire de l'Allemagne. Vraiment, où il dit ça publiquement, il est totalement engagé et lié. Donc, inévitablement, quand les Allemands, quelques jours après, lui disent « On veut 40 000 Juifs et Juives », il est obligé de leur donner. Donc, il faut qu'ils trouvent une solution. Cette solution, ils vont la trouver en disant écoutez, on va également vous donner des Juifs de zone libre et on va vous donner que des étrangers parce que nous, on veut se débarrasser des étrangers.
Évidemment, en faisant ça, ils mettent tous les Juifs en danger, y compris les Français. Donc, c'est absolument pas notamment une politique de moins en moins. Les enfants, on a oublié de le rappeler tout à l'heure, les enfants étaient français à titre définitif. À l'époque, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'était vraiment une décision de la France. On faisait des Français, donc vous étiez déclarés français. Même Vichy ne les a pas dénaturalisés. Donc, effectivement, la rafle du Veldiv, c'est un paradoxe. Jamais Vichy n'a livré autant de Juifs français. On dit toujours la rafle du Veldiv, c'est les Juifs apatrides. Non, 3000 enfants français ont été livrés. Parce qu'ils étaient nés sur le sol français. Peut-être de parents venus de Pologne. Déclarés français par leurs parents, donc naturalisés. Et de ce fait, aux yeux de l'administration, parce que c'est aux yeux de l'administration, français à titre irrévocable. Et quand ils arrivent à Pithiviers et à Bonne-la-Rolande, on ne s'attendait pas à les voir, puisque les enfants n'auraient pas dû être livrés tout de suite. Les enfants auraient dû aller à l'assistance publique, parce que les Allemands n'en voulaient pas tout de suite dans leur train. Les autorités se sont bien embêtées. 4000 enfants. La moitié des gens qui arrivent, c'est des enfants. 4000 enfants. Il y a un juriste qui pond une note en disant en fait, ces enfants, on devrait les libérer parce qu'ils sont français. Donc on a dit qu'on donnait des étrangers, on n'a pas dit qu'on donnait des Français. Donc ils finissent en disant en fait, on ne peut pas le faire, ce serait trop compliqué. Voilà. Donc ils savent que ces enfants devraient sortir. Il y a d'ailleurs des familles qui les réclament. Et parce qu'il y a des gens qui ne sont pas arrêtables qui les réclament, il n'y a pas de réponse, c'est l'incurie administrative qui se greffe sur un engrenage criminel, et ces enfants sont laissés avec leurs parents, séparés dans les conditions qu'on connaît, à Bonne-la-Rolande et à Pithiviers, et déportés plusieurs semaines plus tard, seuls, dans des conditions terribles. Ce drame de l'histoire qui sera probablement au cœur du discours d'Emmanuel Macron cet après-midi, qui devrait s'exprimer probablement dans les prochaines minutes. Marie Gentric, on vous retrouve à Pithiviers. Vous êtes sur le site de cette ancienne gare d'où ces 6 convois sont partis en direction du camp d'Auschwitz. Et on attend toujours le président qui continue sa visite de ce nouveau mémorial. Vous avez des informations sur ce qui le retient encore un peu? Oui, exactement. Alors Emmanuel Macron a commencé par visiter cette ancienne gare de Pithiviers. Il s'est notamment rendu sur les lieux où on peut encore apercevoir les rails entre les hautes herbes. Alors il a écouté assez attentivement, très attentivement même, les explications des historiens qui l'accompagnent. Maintenant, Emmanuel Macron se trouve à l'intérieur du musée, puisque vous l'avez dit, cette ancienne gare de Pithiviers, c'est désormais un lieu de commémoration, un lieu de mémoire qui est inauguré aujourd'hui par Emmanuel Macron lui-même, 80 ans jour pour jour après la rafle du Veldiv. C'est un lieu qui accueillera notamment des écoles, des visites scolaires pour faire un travail de mémoire. Alors d'ici quelques minutes maintenant, on s'attend à ce qu'Emmanuel Macron arrive sur ce podium pour prendre la parole. Un discours qui devrait durer une trentaine de minutes à peu près. On ne sait pas exactement ce qu'Emmanuel Macron va dire. Les conseillers de l'Élysée ont été assez peu bavards sur le sujet. On sait en revanche que c'est un discours qui devrait être assez puissant, assez offensif sur la question de l'antisémitisme, un antisémitisme rampant qui continue à exister de façon insidieuse. C'est ce que nous disaient les conseillers de l'Élysée. Et puis Emmanuel Macron devrait parler du révisionnisme historique, plus particulièrement du rôle joué par le maréchal Pétain. C'est vrai qu'au cours des derniers mois, notamment pendant la période de la campagne présidentielle, il y a eu plusieurs polémiques autour des actions, autour du rôle de Philippe Pétain. Emmanuel Macron, donc, qui devrait arriver d'une minute à l'autre maintenant. Des rescapés du Veldiv ont fait le voyage pour écouter son discours. Plusieurs ministres accompagnent Emmanuel Macron. A souligné également la présence de 2 députés du Loiret, du Rassemblement national, conviés par l'Élysée, qui se sont rendus ici pour cette commémoration.